Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La transition énergétique votée par le Sénat, mais sans les voix des écologistes. Ils s'insurgent contre un retour en force du nucléaire. De son côté, Ségolène Royal promet de revenir à la version initiale de son texte. Décryptage et analyse dans ce journal. Le rétropédalage du Sénat après la polémique suscitée par le refus de la Haute Assemblée de récompenser un jeune Albanais sans papier. Un temps déclaré persona non grata car en situation irrégulière. Il pourra finalement recevoir demain sa médaille de meilleur apprenti de France. Les communes et les départements au bord de l'asphyxie, les élus locaux tirent la sonnette d'alarme sur la situation financière des collectivités. Soumises à une baisse des dotations de l'État, ils attendent une solution d'urgence du gouvernement. Débat à suivre dans cette édition. Mais avant de développer tous ces titres, la disparition d'un inlassable défenseur des banlieues. Claude Dillin, sénateur PS de Seine-Saint-Denis, est décédé ce matin. Ancien maire de Clichy-sous-Bois, il s'était fait connaître pendant les émeutes de 2005. François Hollande a rendu un hommage appuyé à cet acteur passionné de la politique de la ville, Mounir Soussi. Moi, j'ai la conviction que la société française, sinon à organiser, du moins, et ça c'est sûr, à laisser faire, cette territorialisation de la misère et de l'exclusion. Jusqu'au bout, Claude Dillin aura dénoncé les inégalités. Sur notre plateau, il y a un peu plus d'un mois, il martelait inlassablement son message sur les difficultés de nombreux territoires en souffrance. L'annonce de sa disparition a été reçue comme un coup de massue au groupe socialiste. Il y siégeait depuis 2011 et a marqué ses collègues par son investissement. Et là, on perd vraiment un sénateur très impliqué, un maire qui a fait bouger terriblement les choses, mais surtout quelqu'un qui était profondément humain. Ah oui, c'était un vrai élu de terrain. Chaque fois qu'il prenait des positions politiques nationales, il les faisait en fonction de ce qu'il avait vu sur le terrain, de ce qu'il avait appréhendé, de ce qu'il avait ressenti. Donc il avait la chose publique chevillée au corps. Et vraiment, oui, c'est une grande tristesse. Claude Dillin a vécu l'embrasement des banlieues de 2005 aux premières loges. L'étincelle s'était produite dans sa ville quand deux jeunes poursuivis par la police ont péri électrocutés. Ce drame a placé Clichy-sous-Bois sur la carte de France et son maire comme le porte-parole des quartiers déshérités. Élu maire en 1995, il a toujours insisté sur l'importance du cadre de vie. Auteur de nombreux rapports sur la politique de la ville, Claude Dillin avait travaillé sur la rénovation des logements en copropriété. À droite aussi, les élus qui l'ont côtoyé saluent ses qualités. Et je pense que sa voix va manquer ici au Sénat sur ces sujets-là, mais aussi en Seine-Saint-Denis. Voilà, il fait partie de ces élus exemplaires et sa disparition nous touche vraiment. À son entrée au Sénat, Claude Dillin avait renoncé à son mandat de maire, mais Clichy-sous-Bois ne l'oublie pas. La ville prépare l'organisation d'un hommage républicain pour son ancien serviteur. La transition énergétique adoptée au Sénat cet après-midi lors d'un vote solennel. UMP et UDI ont voté pour, les socialistes se sont abstenus. Quant aux écologistes et aux communistes, ils ont voulu montrer leur colère et leur inquiétude en refusant de voter une loi vidée de sa substance. Les explications de Flora Sauvage. C'est une coquille vide, ou presque. La loi sur la transition énergétique a été vidée de sa substance après son passage au Sénat. La Chambre haute a supprimé l'objectif de 2025 pour réduire la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité. Je suis un peu déçu parce que pour nous c'est un point d'achoppement et c'est d'ailleurs parce que cette disposition a été adoptée que j'ai été contraint, je dis bien la mort dans l'âme, de demander à ce que nous nous abstenions. Autre ajout du Sénat, la capacité maximale de la production d'électricité d'origine nucléaire est augmentée, alors même que le gouvernement voulait la plafonner à 63,2 gigawatts. Pour les écologistes qui ont voté contre le texte, la loi sur la transition énergétique est un retour au tout nucléaire. Cette loi n'est pas crédible. Cette loi, qui est une loi de transition énergétique, fait tout pour maintenir le mix énergétique électrique français tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui n'a aucun sens, y compris dans le contexte économique européen. Donc voilà, donc c'est un peu là-dessus un baroud d'honneur aussi du Sénat, de la majorité UMP, qui ne pouvait pas ne pas combattre cet aspect du texte. En commission mixte paritaire, députés et sénateurs vont devoir trouver un compromis. À défaut, l'Assemblée aura le dernier mot. Faustine Saint-Géniès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Delphine.
Alors, les écologistes ont-ils eu raison de s'inquiéter de ce projet de loi finalement qui pourrait se transformer en coquille vide? Oui, les écologistes ont raison et ils l'ont montré dans ce sujet. Parce que oui, de leur point de vue, le texte qui vient d'être adopté au Sénat a été en quelque sorte vidé de sa substance par rapport à la version de l'Assemblée nationale. On peut citer 2 points. Il y a eu le nucléaire, on l'a vu dans le sujet, ou encore les règles d'implantation pour les éoliennes. Alors malgré quelques apports du Sénat pour les écologistes, le compte n'y est pas, à tel point qu'ils menacent même de ne plus apporter leur soutien à François Hollande si c'est la version du Sénat qui est adoptée in fine. Donc la menace est bien réelle. Désormais, tous les regards sont tournés vers la commission mixte paritaire qui aura lieu le 10 mars prochain. 7 députés, 7 sénateurs doivent se réunir pour trouver un compromis sur le texte. Alors, cette commission mixte paritaire a assez peu de chances d'aboutir. Il est encore plus improbable que tout le monde se mette d'accord sur la version du Sénat, de quoi rassurer un peu les Verts. Dans ce cas-là, on aurait une nouvelle lecture dans les 2 chambres et l'Assemblée nationale aurait le dernier mot. Merci beaucoup Faustine pour cet éclairage. Il s'appelle Armando Curri et à 19 ans a été élu meilleur apprenti menuisier de France. Albanais, il est en situation irrégulière et a bien failli ne pas pouvoir recevoir sa médaille demain lors d'une cérémonie au Sénat. Cécile Sixou. Ce matin, il était persona non grata, mais finalement demain, Armando, 19 ans, pourra franchir les portes du Sénat pour recevoir sa récompense. Ce jeune homme a été élu meilleur apprenti de France dans la catégorie bois et menuiserie. Un talent, un symbole de réussite. Son seul défaut, il est en situation irrégulière, sans papier depuis son départ il y a 3 ans d'Albanie. Armando, aux yeux de la loi, n'est pas régularisé pour l'instant. Il a déposé donc un recours sur l'obligation de quitter le territoire. Donc il n'est plus expulsable, mais bien évidemment il n'est toujours pas régularisé au vu des papiers pour pouvoir rester en France. Conséquence, la présidence du Sénat a d'abord refusé de le laisser entrer au Palais du Luxembourg au motif du respect de la loi, ce qui a suscité une vive émotion chez les sénateurs. C'est quelqu'un de méritant, on a suffisamment de problèmes de gens qui ne travaillent pas, on fait l'éloge chaque jour du mérite. Je pense que ce jeune homme, s'il a gagné ce prix dans ces conditions-là, c'est qu'il est méritant. Et je pense que le minimum, ça aurait été de l'encourager. Cet après-midi, rebondissement, le président du Sénat, Gérard Larcher, dit finalement oui. Un soulagement pour Maurice Vincent, sénateur de la Loire, dont est originaire Armando. Franchement, humainement, ça n'était pas souhaitable d'infliger un tel camouflet, puisque les autres apprentis vont être reçus. Dans cette situation-là, je pense que c'était une mauvaise décision. C'est le sens de l'intervention que j'ai faite auprès du président Larcher avec d'autres. Maurice Vincent remettra donc demain en main propre son prix au jeune Armando. Dans le reste de l'actualité, Manuel Valls a dévoilé les contours de la future prime d'activité destinée aux travailleurs pauvres. Elle pourrait bénéficier à ceux qui reçoivent jusqu'à 1 400 € par mois. On écoute le Premier ministre. Cette prime d'activité, c'est tout le sens que nous voulions lui donner. C'est un dispositif simple qui doit représenter pour ses bénéficiaires un gain systématique au moment de la reprise ou de l'augmentation d'activité, dès les premiers euros et jusqu'à 1,2 SMIC, soit 1 400 €. Jean-Luc Mélenchon, député européen, membre du parti de gauche, était l'invité de Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Et il a réagi aux propos de Nicolas Sarkozy, qui a évoqué pour la première fois hier, dans une interview au Figaro, le FNPS. On l'écoute. Le Parti socialiste n'a rien à voir avec le Front National. Ce qui est vrai, je comprends que monsieur Sarkozy s'inquiète, c'est que Mme Le Pen est en train de siphonner la droite. Donc mécaniquement... Donc il n'a pas tort, Nicolas Sarkozy, dans son raisonnement. Attendez, je ne vais pas répondre à ça parce que après ça fera le buzz. Mélenchon est d'accord avec Sarkozy. Non, Mélenchon n'est pas d'accord avec Sarkozy, il est de gauche et Sarkozy est de droite. Bon, une fois cette précision apportée pour essayer d'éclaircir contre l'enfumage, disons que ce qui est vrai, c'est que quand elle siphonne la droite, mécaniquement, elle, ça la met en tête, et puis après, ben, c'est nous. C'est l'un d'entre nous. Donc le raisonnement de Nicolas Sarkozy est vérifié par les faits. Mais de là à parler de FNPS, non, c'est une monstruosité qui est pas admissible. Voilà, Preuve par 3 à revoir en intégralité sur notre antenne ce soir à partir de 22h45. Et puis cette information, en bref, le congrès de l'UMP pour un nouveau parti se tiendra le 30 mai à Paris. 24h Sénat, tout de suite l'invité.
Et mon invité ce soir, Thierry Carcenac, bonsoir. Vous êtes sénateur, président socialiste du Conseil général du Tarn. On va évoquer avec vous dans un instant le dossier du barrage de Sivens. Mais avant cela, je vous propose d'écouter la ministre Ségolène Royal qui s'est exprimée sur ce dossier controversé. C'était cet après-midi lors d'une conférence de presse. On l'écoute. Il faut aller de l'avant, il faut avancer maintenant. Il faut avancer, il faut que l'ouvrage se fasse. Il n'est pas question de reculer. On a respecté tout le monde, on a écouté tout le monde et maintenant on avance à partir d'une des deux solutions que le Conseil général va choisir. Il faut qu'ils en débattent. C'est vendredi et donc je souhaite aussi que les élus d'un côté arrêtent de faire de la surenchère, les occupants du site évacuent le site lorsque la décision du maître d'ouvrage sera prise et que le calme revienne. Le Conseil général, on l'a entendu, doit donc se prononcer vendredi sur l'avenir du barrage de Sivens, stoppé après la mort, on s'en souvient, en octobre de Rémi Fraisse. En attendant, est-ce que vous partagez les propos de Ségolène Royal, la ministre qui a appelé d'un côté les zadistes, mais aussi les agriculteurs à lever le blocus dès que le Conseil général aura tranché vendredi? Écoutez, c'est une affaire qui dure depuis maintenant une bonne année. Nous avons une occupation d'un site. Cette occupation d'un site est illégale. Et nous souhaitons, dans le retour au calme, bien sûr, alors c'est vrai que l'exacerbation est là, les populations qui ne peuvent plus accéder à leurs fermes ou à leurs champs, et en même temps des personnes qui se sont installées. Et donc le retour au calme, bien sûr, mais la liberté de circuler, et en même temps l'État qui doit remplir sa mission dans cette situation pour faire en sorte que les personnes ne restent pas là. Elles ne sont pas dans des fermes, elles sont dans des tentes, elles sont dans des... C'est-à-dire qu'attendez-vous exactement de l'État quand vous dites... L'expulsion, puisque normalement, il devrait y avoir expulsion de ces personnes-là. Vous n'accepteriez jamais que dans votre jardin, des personnes puissent venir s'installer et en même temps s'occupent de détruire, d'empêcher de circuler, etc. Donc voilà, ça c'est un premier point, c'est un préalable, me semble-t-il. Et ensuite, il y a le rôle du Conseil général dans cette affaire-là. Le rôle du Conseil général, il est simple. Nous avions une vallée dans laquelle il manquait de l'eau. Il manquait de l'eau à deux titres, pour l'entretien écologique de la rivière, et il manque de l'eau également pour l'irrigation. Nous nous sommes portés en 2003, maître d'ouvrage d'une opération qui a pris du temps, puisqu'elle ne devait démarrer qu'en 2013, et qu'elle a été retardée à ce moment-là, et qu'elle n'a pu démarrer qu'en 2014, et a été immédiatement interrompue par des personnes qui se sont interposées. Alors qu'il y avait eu un débat d'utilité publique, alors qu'il y avait eu des recours devant le tribunal administratif, et que ceux-ci avaient été dans l'urgence déboutés. Et donc nous nous sommes retrouvés devant une impossibilité de réaliser. Et devant cette situation, Madame la ministre nous a dit, on va vous mettre des experts qui vont venir analyser la situation. Ces experts ont fait plusieurs propositions, notamment deux qui sont sur la table et qui doivent être débattues vendredi. Vous avez une préférence pour la première option, c'est ce que l'on dit. Écoutez, il y a une situation. Nous étions sur une retenue d'eau qui faisait 1,5 million de mètres cubes. Les experts nous disent, avec 750 000 mètres cubes, vous pourrez passer. Donc la solution de 750 000... d'une retenue plus petite, différée en amont, de 330 mètres, c'est celle que vous préférez. Celle-ci nous agrée. Sera-t-elle différée en amont légèrement, un peu plus, un peu moins? Je crois que dans le rapport des experts, il était indiqué qu'il conviendrait d'y avoir des études complémentaires. C'est ce que nous espérons faire, bien évidemment. Pourtant, certains élus locaux demandent peut-être un retour au projet initial. Alors on sait que la non, ce n'est pas tout à fait cette situation. Certains se disent, pourquoi changer? Nous avons engagé des travaux et il y a une retenue qui était là. On l'a fait un peu plus petite, on baisse la digue et derrière cela, on met moins d'eau. Et les autres disent, puisqu'on nous dit 750 000 mètres cubes et que cela pourrait suffire, pourquoi pas suivre les préconisations des experts? Nous en sommes là. J'espère que d'ici vendredi, nous aurons clarifié certaines choses et que nous aurons trouvé un point d'équilibre. Ça va satisfaire à la fois les écologistes et les agriculteurs, cette solution? Non, ça ne satisfera personne. Ça ne satisfera que la ministre et ceux qui veulent réaliser certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a une attente forte et tout le monde reconnaît que nous sommes dans une vallée où il faut apporter de l'eau à des petites exploitations agricoles. C'est reconnu. Donc le conflit va continuer, c'est ce que vous dites? Je ne dis pas que le conflit va continuer, mais il y a d'une part des agriculteurs qui voudraient plus et d'autre part vous avez des personnes qui ne veulent rien lâcher.
Et donc, à partir de ce moment-là, il faudra bien trouver une solution. Le maintien de l'ordre dépend de l'État. Il faut que l'État remplisse sa mission à un certain moment. En tous les cas, Ségolène Royal s'est engagée dans une lettre qui vous est parvenue le 27 février à solder financièrement les opérations déjà mises en œuvre. C'est une discussion et négociation que nous avons bien sûr. En contrepartie, vous abandonnez tout recours contre l'État ? C'est-à-dire que si nous trouvons un point d'accord, bien évidemment, s'il y a une transaction et que les finances des collectivités, de la collectivité locale, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, puisque nous sommes cofinanceurs, sont résolues, il n'y aura pas de problème. Dans ce cadre-là, il n'y aura pas de contentieux. Vous espérez récupérer les fonds déjà engagés, notamment les fonds européens dont le département a pu bénéficier ? Non, on ne récupérera pas les fonds européens. Il y a eu des travaux qui ont été engagés, et donc c'est l'État qui compenserait. Point. Merci Thierry Carcenac. Vous restez avec nous justement puisqu'on va parler dans un instant de ces finances des collectivités locales. En bref, les Tibéri condamnés dans l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi dans cette affaire qui remonte déjà à 1997. Les époux Tibéri ont chargé leur avocat de déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et avant d'ouvrir le débat de ce 24h Sénat, les élus locaux s'inquiètent de la mauvaise santé financière des collectivités locales. Communes et départements sont dans le rouge. En cause, selon elles, l'État qui leur demande toujours plus d'efforts. Samia Déchir. Les maires de France lancent un cri d'alarme. En 2015, 1000 communes pourraient se retrouver dans le rouge, placées sous tutelle de l'État. En cause, la baisse des dotations que l'État leur verse, 2 milliards d'euros de moins en 2015. Impossible, estiment les maires de France, de remplir leur mission dans ces conditions. Les investissements, ce n'est pas abstrait. C'est les écoles qu'on modernise, c'est les crèches que l'on construit, ce sont les gymnases qu'on met en place. C'est la vie quotidienne de nos concitoyens qui est en jeu. Et c'est ça qu'on va mettre en panne. Entre 2014 et 2017, la baisse des dotations aux collectivités locales aura atteint 28 milliards d'euros cumulés. Intenable pour les maires. Jeudi, ils seront reçus par Manuel Valls pour demander un étalement du calendrier et surtout une réduction du volume d'économies. La colère monte, il faut le dire, elle monte très fortement. On a bloqué plusieurs initiatives au moment du Congrès en novembre, notamment des grèves d'état civil. Nous ne souhaitons pas être dans cette logique et nous souhaitons un partenariat le plus loyal possible. Mais nous alertons très fortement avant que nous ne puissions plus être en situation de tenir les mouvements des uns et des autres. Même inquiétude pour les départements. Là aussi, la baisse des dotations oblige déjà à des économies de bout de ficelle. On vend la vaisselle dans un certain nombre de départements, par exemple le mien en Maine-et-Loire. On va vendre un bois pour gagner de l'argent, on va vendre des parts, on va en fait se délester d'un certain nombre d'actifs pour avoir de l'argent immédiatement. C'est un sauve-qui-peut. Un effort injuste, estiment les élus locaux, qui rappellent que les collectivités sont responsables de moins de 10% de la dette française, contre 80% pour l'État. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. René-Paul Savary qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir monsieur, vous êtes sénateur UMP de la Marne et vous êtes président du conseil général de ce département. Merci d'être avec nous. Et donc Thierry Carcenac, sénateur socialiste et président du conseil général du Tarn. René-Paul Savary, on a entendu votre collègue Corinne Bouchoux qui explique qu'elle est obligée de vendre un bois pour avoir un peu d'entrée d'argent dans son budget. Est-ce que votre département en est réduit à cette situation également? Le département de la Marne est comme les autres, il a des recettes de fonctionnement base, des dépenses qui croissent et on est effectivement amené depuis un certain nombre d'années à amener une politique rigoureuse. C'est la raison pour laquelle on a moins de personnel qu'il y a 3 ans, qu'on a des dépenses de fonctionnement en baisse, qu'on a revu l'ensemble du patrimoine pour faire en sorte de ne garder que le patrimoine qui est véritablement dédié à des services. La situation, on l'a entendu, financière des départements est mauvaise. Cela vaut pour l'ensemble du territoire. Ce n'est pas forcément dû à une mauvaise gestion des présidents de conseils généraux. Comment expliquez-vous cette situation alors? Je crois que la Cour des comptes ou l'Observatoire des finances locales, du Comité local des finances locales, ou un rapport qui a eu lieu en 2010, Caresteno, démontrait qu'il y avait un effet de ciseau, c'est comme cela que ça s'appelle, entre des dépenses sociales qui augmentent très fortement et
des recettes qui, elles, stagnent ou qui sont contracycliques, comme sur les droits de mutation, par exemple. Si l'immobilier baisse, les droits baissent. Si l'activité économique va moins bien, la contribution à la valeur ajoutée, la CVAE, baisse également. Et donc, nos recettes baissant, nos dépenses sociales continuant à augmenter, il y a un effet difficile, effectivement. René-Paul Savary, on vous a entendu en séance parler de la loi NOTRe. Alors, elle n'est pas encore définitivement adoptée. Elle est en ce moment en examen à l'Assemblée. Finalement, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que les départements se délestent de certaines compétences, notamment au niveau social, pour assainir leurs finances publiques? Non, mais absolument. Mais aucune collectivité n'a souhaité prendre le social, parce que c'est l'échelon départemental, l'échelon, la taille critique qui permet justement de faire une véritable politique sociale. C'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir gérer cette politique sociale, mais également de garder la cohésion des territoires en compétences. C'est pour ça qu'on se bat, parce que la loi NOTRe, c'est le coup de grâce s'il y a un transfert d'un certain nombre de compétences de proximité, et l'organisation territoriale régionale ne pourra pas prendre en compte ces actions de proximité. C'est pour ça que les départements sont également en colère. Maintenant qu'ils existent, cela fait partie de la loi, ils doivent avoir les moyens de pouvoir faire la politique qui leur est dévolue. Même si, effectivement, ils n'ont plus les moyens de mener à bien ces politiques d'aide sociale. De toute façon, si ce n'est pas le département qui accomplit ses missions, il y aura bien quelqu'un qui devra les accomplir. C'est l'État. Et donc, il faudra bien qu'il paye. Ou alors, ce sont les intercommunalités. Et il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui assume ces charges. Donc, je crois qu'il faut vraiment poser le sujet à plat. Ça a été fait par la Cour des comptes. On a constaté qu'il y avait un reste à charge pour les départements sur une année de 6 milliards à l'époque. C'était M. Léna, Cour des comptes, qui l'avait constaté. Ça n'a jamais été contesté. Et derrière cela, l'État a dit on va vous transférer 1,6 milliard en gros. 800 millions qui viennent des frais de gestion de la taxe foncière sur la propriété bâtie, et d'autre part 800 millions qui viennent d'une augmentation des taux d'imposition des droits de mutation. Voilà. Mais ça ne couvre pas le reste à charge. Il manque 7 milliards d'euros rien que pour les allocations de solidarité. Il faut reprendre les vieux principes, les décideurs doivent être les payeurs. Or, ce que l'on subit au niveau des départements, c'est que des décisions sont prises sur le plan national, les rythmes scolaires, l'augmentation de RSA de 2%, etc. Et que ce sont ces décisions qui sont prises sur le compte des départements qui en sont les payeurs. Et donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Certaines sont quand même votées par le Parlement, c'est le cas de la NOTRe sur les compétences. C'est pour ça qu'il faut reprendre des principes de base qui permettent aux départements de retrouver les marges de manœuvre, parce que c'est un échelon de proximité qui peut générer de la croissance, qui peut prendre en compte les préoccupations de nos concitoyens au quotidien. Dès l'instant, ils en ont les possibilités financières. Donc il faut être attentif, parce que c'est une déstructuration du territoire si les départements ne retrouvent pas les moyens nécessaires pour faire leurs compétences. Les départements peuvent créer de la croissance. On a entendu aussi François Baroin dans ce reportage s'inquiéter des conséquences sur le bâtiment avec une baisse des commandes publiques de la part des communes et des mairies. Est-ce que les départements aussi vont être contraints à réduire leurs investissements? Lorsque vous êtes contraint avec des dépenses obligatoires, qui représente en gros 80% de votre budget, il vous reste peu de marge pour l'investissement. Or, cet investissement, c'est quoi? Ce sont les collèges, ce sont les routes départementales, ce sont les subventions aux collectivités locales pour réaliser des équipements structurants, qu'il s'agisse parfois d'écoles publiques, de choses comme cela, qui viennent être financés par les départements. Donc si vous n'avez plus les moyens, et si vous avez des dépenses obligatoires, vous vous restreignez quoi? Tout ce que vous avez fait depuis plusieurs années sur le fonctionnement ne pouvant plus intervenir, vous êtes bien obligé de toucher à l'autofinancement et donc à l'investissement. Or, ce sont des investissements là qui sont de proximité et qui ne sont pas délocalisables. Les BTP... Les investissements porteurs d'emplois. Voilà. Donc, vous voyez bien, de droite comme de gauche, la réalité départementale est là. Ce n'est pas une question politique, c'est une question que nous avons des comptes et des services à rendre à nos concitoyens. L'État devrait écouter nos préoccupations, parce qu'on lui retire une épine du pied. Nous prétendons pouvoir assurer des services à un coût raisonnable et pouvoir relancer la croissance à travers l'investissement. Encore faut-il que les charges qui relèvent de la compétence nationale soient assurées par un impôt national. C'est pour ça que nous sommes un certain nombre à proposer notamment une recentralisation du RSA. Il n'y a aucune valeur ajoutée à ce que les
départements gèrent la rémunération des bénéficiaires de RSA. Soyons pragmatiques, le bon sens. On sait que l'Association des maires de France demande un report de 2 à 3 ans de la baisse des dotations. Sinon, cela conduirait à un désastre. Ce sont les mots de François Baroin. Est-ce que vous demandez la même chose pour les départements? Écoutez, j'ai cru comprendre lors du débat de la loi de finances qui vient de s'écouler que le groupe socialiste avait fait cette demande-là. Monsieur Germain avait, dans un de ses amendements, proposé d'allonger, non pas sur 3 ans, mais sur un peu plus de temps, cet effort qu'on demande aux collectivités. Que répond le gouvernement sur ces nouveaux calendriers? Écoutez, pour le moment, il n'a pas beaucoup bougé. On est resté sur la situation la plus ferme. Voilà, donc on verra bien comment ça va évoluer. J'ai peur que certains départements se trouvent dans une situation très fragilisée. Et on avait eu déjà cette situation avec les gouvernements Fillon et avec le gouvernement Ayrault, où on avait eu une dizaine de départements très fragilisés qui avaient obtenu une dotation d'équilibre. René-Paul Savary. En 2016, les 90% des départements vont être en déficit de fonctionnement comptable. Ce qui veut dire qu'ils n'auront plus les moyens d'assurer l'autofinancement et derrière l'investissement. Et même ceux qui ne sont pas forcément endettés ne pourront même pas avoir recours à l'emprunt puisqu'ils ne pourront pas assurer la charge des intérêts. C'est la raison pour laquelle il faut prendre en compte cette situation qui est une réalité incontournable et qui, si derrière elle n'est pas comprise sur le plan national, aura des répercussions très lourdes sur les territoires, notamment les plus fragiles. C'est ce qui nous préoccupe. Avez-vous le sentiment que le gouvernement, peut-être, abandonne les départements? On sait qu'on est à 3 semaines des élections départementales. Le gouvernement voulait un temps les supprimer. Quel est votre sentiment? Non, je n'ai pas l'impression que le gouvernement veuille les abandonner. On verra en 2021, nous dit-il. En attendant, personne ne veut s'occuper, par exemple, de l'action sociale. Et c'est ce que nous faisons, de l'aide sociale à l'enfance, en partant de la PMI, en allant jusqu'aux personnes âgées, aux personnes en grande difficulté, aux personnes handicapées. Et donc je crois que cette mission que nous avons n'est pas neutre. Et en même temps, il y avait d'autres aspects intéressants sur les routes, la proximité, qu'il s'agisse des collèges. Je pense que la mission... Le Sénat veut que les départements conservent ses compétences. C'est pas une erreur, peut-être. Mais non, attendez, c'est la cohésion des hommes à travers l'action sociale et la cohésion des territoires à travers les routes, les collèges, etc. Et donc, véritablement, maintenant, les départements sont là pour 6 ans. Donnons-leur les moyens de leur politique si on veut que les territoires puissent continuer à subsister. Les maires menacent d'une grève de l'état civil. Ça pourrait être un moyen de pression pour se faire entendre ou de marcher sur Paris sein d'une écharpe noire. Est-ce que les présidents de conseils généraux pourraient faire la même chose? Les maires sont 36 600. Nous ne sommes qu'une centaine. Nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions. Néanmoins, si il y a à un moment un effet de ciseau qui est tel qu'on ne puisse plus assumer les charges, il faudra bien qu'on trouve des solutions. Et nous préférons le dire tout de suite, avant qu'on ne se retrouve dans l'impossibilité de payer, par exemple, le revenu de solidarité active à la fin de l'année. Cet après-midi, on a tiré la sonnette d'alarme de tous les bancs du Sénat. Ce qui montre bien que si le département n'a pas compris, effectivement, il faudra peut-être traduire notre colère de façon différente. Mais vous savez, nous, on est proche des gens, ce que l'on souhaite. À la réforme territoriale qui était présent. Bien sûr, il était présent. Il ne nous a pas répondu répondu de façon trop positive. Il a fait un constat de différentes actions qu'on peut partager depuis longtemps, on le connaît bien. Mais il n'y a pas eu de proposition, il n'y a pas eu noir sur blanc une proposition disant, écoutez, je vous ai compris, maintenant je vais assurer un certain nombre de propositions. Donc c'est dommage d'avoir un gouvernement autiste à un moment où on est prêt à collaborer pour faire en sorte que l'on puisse faire le métier qui nous est, de par la loi, dévolu. Donc, merci, René. Nous attirons vraiment l'attention du gouvernement. Merci, c'est la fin de ce débat et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk qui reçoit ce soir Bruno Retailleau, le président du groupe UMP au Sénat. Très bonne soirée et à demain.